Ah, ça marche. Bonjour, oui. Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce temps d'échange. Nous accueillons des étudiants qui font partie du parcours des étudiants d'école supérieure de Sœurs-Jumelles. Et donc, ils vont nous présenter leurs travaux de recherche qui portent sur le lien entre la musique et l'image. Et on espère que ça vous plaira. Voilà, je vous passe le micro directement. Merci, bonjour à tous. Merci d'être venus à cette présentation. Donc déjà, 2-3 mots sur moi. Moi, je m'appelle Arthur Henson. Je suis un compositeur et un ingénieur du son. J'ai fait mes études au Conservatoire de Paris, le CNSM, où j'ai suivi plusieurs cursus. Un cursus d'analyse musicale, d'écriture, de musique à l'image. Et du coup, j'ai obtenu aussi un master d'ingénieur du son là-bas. Voilà. Et donc, c'est justement dans ce cadre que je vais vous parler de mon mémoire d'ingénieur du son. Je ne sais pas si on peut avoir la slide, tu me dis. Yes, parfait. Voilà. Donc, il traite, c'est super, du coup, de l'œuvre ouverte et de la musique interactive. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes, mais donc la musique interactive, peut-être vous étiez à la présentation d'Ubisoft hier, mais donc la musique interactive, c'est très présent dans le jeu vidéo, par exemple. C'est une musique qui n'est pas entièrement figée et qui va s'adapter à des événements extérieurs. Donc, par exemple, dans un jeu, les actions du joueur, par exemple, s'il est en combat, s'il est dans une phase d'exploration, la musique doit s'adapter à ce qui se passe et donc elle doit rester flexible. Donc voilà, mais la musique interactive, c'est pas que dans le jeu vidéo, comme vous allez voir, ça peut être dans plein d'autres domaines. Donc voilà pour ça. Et l'œuvre ouverte, de l'autre côté, c'est, peut-être vous connaissez déjà, mais en gros, c'est une musique plutôt écrite sur partition, où dans la partition, le compositeur va laisser des éléments qui ne sont pas entièrement figés, où donc l'interprète aura de la liberté dans ce qu'il va jouer. Par exemple, il y a une pièce qui s'appelle Structure de Stockhausen, que vous connaissez peut-être, où Stockhausen, c'est une pièce pour piano, où il a écrit plusieurs phrases de piano, mais il n'a pas décidé dans quel ordre il fallait la jouer. Du coup, c'est l'interprète qui va décider, ok, je commence par celle-là, voilà. Donc voilà pour ça. Et donc, si vous voyez, donc c'est pareil, la musique est flexible. Donc moi, tout mon mémoire, c'était d'essayer de voir dans quelle mesure on pouvait connecter œuvre ouverte et musique interactive, et comment voilà, les deux pouvaient cohabiter. Donc pour ça, super, ça marche. J'ai écrit une pièce, j'ai composé une pièce qui s'appelle Eurydice, qui est pour 4 instruments, donc piano, percussion, flûte et clarinette. Vous voyez les partitions juste ici. Et comme vous pouvez voir, c'est pas une partition hyper classique, quoi. C'est pas, voilà, on n'est pas sur une portée avec un tempo figé. Et aussi dans cette pièce, donc j'ai voulu laisser des éléments libres, mais d'autres éléments que je voulais garder figés. Par exemple, notamment, c'était important pour moi de garder une forme de structure dans la pièce. Donc la pièce a toujours 2 parties, avec une transition au milieu et une phrase de fin qui la clôture. Voilà. Mais par contre, à l'intérieur de chaque partie, les interprètes ont plein de liberté. Par exemple, si je zoome sur la partition de flûte, donc vous voyez, il y a 5 sections différentes, avec des lettres grecques à chaque fois pour les désigner. Et donc, justement, ces sections, les interprètes décident librement de quand est-ce qu'ils vont passer de l'une à l'autre, et s'ils veulent rester plus ou moins longtemps dans chaque. Donc ça, déjà, ça fait que la pièce n'a pas une durée fixe. La durée va dépendre de ce que souhaitent les interprètes, de ce qu'ils font. Donc ça peut durer de 4 minutes s'ils jouent qu'une section qui vont très vite, à des heures s'ils décident de la jouer à l'infini. Ce qui n'est peut-être pas une bonne idée, mais voilà. Donc voilà, mais même après, dans chaque section, vous voyez, par exemple, si je zoome sur la section alpha, c'est pas une partition classique. Donc pour vous expliquer, vous voyez, il y a plein de notes au milieu qu'on appelle un réservoir de notes. Et donc ça, c'est le matériau que les interprètes ont pour jouer cette section. Et autour, donc vous voyez, il y a 3 groupes. C'est des modèles de comment, des propositions que je fais aux interprètes pour jouer ces notes. Donc par exemple, je crois qu'il y a un laser, c'est super. Voilà, celui-là. Je demande aux interprètes de jouer les notes en accord pour créer une harmonie, alors que l'autre, c'est plutôt jouer les notes le plus rapidement possible pour donner un côté très virtuose. Voilà. Et donc, avec ce même réservoir de notes, on peut créer des ambiances différentes, et donc les interprètes jouent avec ça. Donc voilà, ça c'est super.
Donc c'est l'œuvre ouverte, mais j'étais assez frustré, moi, pour vous dire, de ça, parce que y a plein d'interactions entre les interprètes, ça leur permet d'être beaucoup plus, de s'investir dans ce qu'ils jouent, mais d'un autre côté, le public est un peu mis de côté là-dedans, parce que c'est presque impossible de comprendre toutes ces interactions qui se passent, qu'est-ce qui a été laissé, qu'est-ce qui est décidé par le compositeur, qu'est-ce qui est décidé par les interprètes. Et donc, mon enjeu, ce que j'avais envie, c'était d'essayer de faire en sorte de donner cette pièce au public, que le public fasse en temps réel tous les choix que normalement que j'avais laissés aux interprètes, donc que ce soit le public qui soit maître de la pièce. Du coup, je vous propose, je pourrais vous parler techniquement de comment est-ce que j'ai fait ça. Donc, j'ai fait une interface interactive, en gros, qui permet de contrôler cette pièce, mais je vous propose de vous la montrer, de vous la démontrer, donc de faire une interprétation de Eurydice en direct, là, devant vous, en vous montrant l'interface projetée. Si on peut switcher, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez l'interface qui est assez sommaire, mais c'est surtout pour avoir les contrôles. Et donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas hyper contrasté, mais ça devrait aller. Donc les gros boutons là, ça me permet de passer d'une section à une autre, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, par exemple, je suis dans la section bêta, j'ai pas encore lancé, mais c'est juste pour vous montrer. Là, delta, et donc à chaque fois, je vais pouvoir décider de passer d'une section à une autre en appuyant là. Je vais directement lancer, comme ça vous voyez. Donc pour lancer la musique, j'appuie sur le triangle au milieu. C'est peut-être un peu fort, on peut peut-être baisser un tout petit peu. Merci. Donc voilà. Donc là, on est dans la section centrale sur laquelle j'ai pas de contrôle. Donc la musique évolue, mais en soi, elle sera jamais la même parce que j'ai fait. Voilà, je pourrais vous expliquer techniquement après si vous voulez. Mais donc voilà, la musique évolue, va toujours changer, et c'est une atmosphère dans laquelle on peut rester le temps qu'on veut. Mais si on veut, on peut passer par exemple à alpha, dont je vous parlais tout à l'heure, en appuyant là. Je peux décider de muter les instruments aussi pour vous faire entendre. Donc là, j'ai gardé que le piano. Le piano, c'est l'instrument en violet, vous voyez, qui est juste à gauche. Donc là, si vous entendez, c'est les notes que je vous ai montrées à l'écran tout à l'heure, jouées en accord, donc avec des tenues. Et je peux, en changeant le slider que vous avez là, passer à une version plus virtuose, où il joue les notes de manière très rapide. Et j'ai une dernière version, qui est celle-là. C'est les notes jouées très vite, mais avec des saccades. Donc, des groupes de notes comme ça. Et avec ça, n'importe qui a le contrôle de ça et peut commencer à s'amuser à mélanger les instruments, qui est la même chose à la flûte, à la clarinette. Par exemple, si je vous fais écouter la clarinette. Peut-être on peut mettre un tout petit peu plus fort, je sais pas. Peut-être mettre tout. Merci beaucoup. Voilà. J'ai la flûte et le vibraphone. Donc voilà pour cette section. Je vais vous montrer plus en détail la section delta maintenant. Donc là, à chaque fois, je suis obligé de... C'est un truc que j'ai décidé aussi. On est obligé de repasser par la section centrale avant d'aller à une autre. Ça fait des oscillations comme ça. Donc là, si j'appuie en bas, hop, on arrive dans la section delta. Donc pareil, il y a une transition qui est faite progressivement. Voilà. Je vous laisse écouter. Donc cette section, elle est plus calme. Pareil, je vais vous mettre par exemple la clarinette en solo. Et là, le slider, pour le coup, change le registre de l'instrument. Donc, par exemple, si j'appuie là, on va être dans le grave. Et si je remonte au-dessus, elle va jouer plutôt dans l'aigu. Et donc avec ça, on peut faire changer l'atmosphère de la section. Par exemple, faire jouer tous les instruments dans le grave. Et jouer comme ça et avoir cette ambiance un petit peu flottante qui avance. Mais en plus, j'ai rajouté quelque chose qui permet de faire... donc c'est l'hexagone que vous voyez en bas, là, entre le mute et le slider, qui permet de faire jouer l'instrument en solo, comme s'il prenait la parole. Par exemple, la flûte. Vous l'entendez passer par-dessus, faire une phrase un peu soliste. Et si je rappuie dessus, ça ne va pas arrêter le solo tout de suite, il va finir sa phrase avant de revenir dans le fond sonore du reste. Voilà, en gros. Et donc je vous ai dit qu'il y avait deux sections, deux parties, avec une transition au milieu. C'est le sorte de losange que vous avez au centre, n'importe quand, par exemple maintenant. Je peux appuyer au milieu et ça lance la transition vers la deuxième partie. Mais on aurait pu rester plus longtemps là-dedans. Voilà. Donc je pense la fin, pour pas que ça soit... Pour avancer aussi, je sais pas combien de temps j'ai pris. Ça. Je vais juste vous expliquer celle-là, parce que c'est une autre forme d'interaction. Là, c'est une section centrale différente, où c'est un autre rapport d'interaction, où il y a plus que, c'est juste un duo, il n'y a plus que flûte et clarinette. Et donc, vous voyez, il y a plein de carrés
vous voyez peut-être mieux là-bas. Et à chaque fois que j'appuie sur un des carrés, par exemple celui-là, ça lance une phrase de clarinette en bleu et de flûte en jaune. Et il y a aussi chaque carré a son homologue, si on veut, de l'autre instrument. Donc ça permet très intuitivement de créer des dialogues sur des motifs qui se ressemblent. Par exemple celui-là, si je joue les do du bas. Voilà. Et on peut jouer avec cette section le temps qu'on veut. Et pour quitter la section, il faut appuyer sur un des hexagones sur les coins, par exemple celui-là, qui lance une phrase de transition à la clarinette. Voilà, et là on se retrouve dans la deuxième partie. En gros, les instruments ont changé. Avant, c'était une clarinette basse, maintenant c'est une clarinette en si bémol. Pareil pour la flûte, maintenant c'est une flûte basse. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais voilà. Mais je vous propose pour la fin de juste vous interpréter un petit peu comment est-ce que moi je voudrais jouer cette pièce, mais dans l'idée, n'importe qui peut le faire. Et voilà, et terminer la pièce comme je l'entends. Voilà, là j'ai lancé, donc c'est la phrase de fin. Je vais m'arrêter, ouais. Et j'ai caché une dernière truc dans la pièce, c'est que si je rappuie sur là, sur l'hexagone, ça lance une phrase de flûte. On peut décider de jouer ou pas pour ponctuer cette fin. Et voilà, fin de la pièce. Merci. Je lance un petit minuteur pour pas trop traîner. Moi, je m'appelle Sylvain Hadas. Je suis un ancien étudiant de la FEMIS, du département son. Et le mémoire que je vais vous présenter, si on peut, c'est le diapo, voilà, ça s'appelle Les sons non diégétiques dans le cinéma de fiction. C'est un mémoire que j'ai écrit il y a quelques années, 5 ans. Voilà, je vais vous le présenter et peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui vont me paraître un peu lointains, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. C'était un mémoire. En fait, à la FEMIS, on a des mémoires qui sont un peu à la frontière entre la pratique et la théorie. Et moi, j'avais pas fait d'études de cinéma avant de faire la FEMIS, donc j'avais très envie de faire quelque chose de très théorique, très abstrait, pour pouvoir ensuite mieux travailler en pratique et probablement ne plus repenser à ces questions plus tard. Mais du coup, c'était très intéressant et j'avais envie de me concentrer sur une question qui était celle des sons non diégétiques, qu'on appelle souvent extra-diégétiques. C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans la pratique, très souvent pour parler de la musique d'ailleurs.
et pour parler du coup d'une musique qui passe de diégétique à extra-diégétique ou des choses comme ça. Diégétique, la diégèse, c'est le mot qu'on désigne pour parler de l'univers du film. Donc, par exemple, lorsque un personnage fait partie de la diégèse d'un film, mais le titre du film qui apparaît en surimpression par-dessus n'en fait pas partie. Et donc dans les sons non diégétiques, j'ai commencé en fait mon travail en essayant de faire une sorte de typologie des sons non diégétiques. Et je vais rester dans les grandes lignes parce que c'était assez long comme travail. Mais globalement, j'ai pu déterminer 4 catégories différentes grâce à certains critères qui sont essentiellement celui de la source sonore, qui était très important pour déterminer la nature d'un son non diégétique, enfin ceux qui sont utilisés en tout cas dans le cinéma de fiction, c'est-à-dire le cinéma vraiment destiné à raconter une histoire. Donc les 4 catégories, bon, c'est ce qui est écrit, c'est qu'il y a la musique, la voix parlée, les sons réalistes et les sons abstraits. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais globalement, en fait, ce qui est assez important, c'était que ces sons non diégétiques, c'était des sons qui ont été ajoutés au montage d'un film avec un objectif et ils véhiculent un sens par rapport à l'histoire. Et c'est vraiment ce sens-là que j'avais envie de déterminer avec ces différentes catégories. Et ce sera un petit peu plus clair dans la seconde partie du mémoire où j'étudie un peu plus en détail les fonctions de ces sons non diégétiques dans le cadre de la narration. Mais globalement, en fait, le truc le plus important quand on étudie les sons non diégétiques, c'est qu'en fait, on y fait référence très souvent comme soit ça appartient à l'histoire, soit ça n'y appartient pas. Et en fait, quand on s'y penche d'un peu plus près, on se rend compte qu'il y a des sons qui ne sont pas diégétiques, mais certains le sont quand même un petit peu plus. Pour donner un exemple très clair, lorsqu'on a une voix off, bah si la voix off est celle du personnage principal, donc on ne sait pas très bien à qui s'adresse cette voix, on ne sait pas très bien d'où elle provient, à quel moment elle a été enregistrée, c'est quelque chose qui est non diégétique. Mais c'est quand même un peu plus diégétique que si cette voix off appartient à un narrateur omniscient, par exemple. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'histoire et qui sait déjà tout et qui s'adresserait explicitement au spectateur. Donc en fait, plutôt que de parler des sons non diégétiques en général, j'ai préféré les représenter par un axe qui détermine un peu leur caractère diégétique. Et j'ai complété un peu ce schéma par la suite en essayant d'étudier à quoi ça servait en fait d'utiliser un son qui appartient pas à une histoire, puisque a priori c'est quelque chose qui est enfin, l'histoire pourrait se tenir sans, il n'y a pas forcément besoin d'ajouter quelque chose. Et j'ai eu une approche très narratologique, donc c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas du tout, que j'ai dû découvrir pour ce travail, qui était assez intéressant, même si c'était un petit peu... Enfin, c'était très abstrait, quoi. Mais globalement, en fait, l'idée, c'était de déterminer qui s'exprimait à travers l'utilisation d'un son, pour dire quoi, et à qui s'adressait ce discours. Et en fait, ces différentes questions, quand on essaye d'y répondre pour les différents types de sons non diégétiques qui sont utilisés dans le cinéma de fiction, ça nous permet de se rendre compte que certains avaient un... En fait, en plus du caractère diégétique, il y a un autre critère qui s'appelle la distance à l'histoire, que j'ai un peu essayé de théoriser tant bien que mal dans ce mémoire. C'est pour ça que je vous disais que les mémoires de la FEMIS sont à la frontière entre pratique et théorie, c'est que on est très libre. Je ne sais pas si, d'un point de vue académique, ça a du sens, mais en tout cas, ça avait du sens dans le cadre de ma réflexion. Que certains sons non diégétiques étaient parfois très proches de l'histoire et parfois très éloignés. Et qu'en fait, cette distance à l'histoire de ces sons, ça avait une influence sur la perception qu'avait le spectateur, à la fois de ce son en lui-même et aussi de ce qu'on était en train de lui raconter. Je vais prendre un exemple très concret. La musique, si on prend par exemple un film qui se passerait à la cour de Louis XIV et qu'on a un orchestre baroque qui joue une musique, on ne voit pas cet orchestre, on ne sait pas du tout d'où provient cette musique. Elle est mixée pas très forte, c'est un peu dans le fond et il y a des dialogues en dessous. C'est quelque chose qui ne va pas trop attirer notre attention et parfois même, on ne se rendra même pas compte qu'il y a eu de la musique dans la séquence. Mais par contre, si au contraire cette musique était très forte, que c'était du rock complètement anachronique et que c'était vraiment très mis en avant, tout à coup en fait ça va
avoir pour conséquence de faire prendre conscience au spectateur qu'il est en train de regarder un film. Et ça va d'autant plus accentuer la place de la personne qui a choisi de mettre ce son dans le film. Et j'ai un peu complété ce petit schéma. En fait, en gros, entre le caractère diégétique et la distance à l'histoire, on peut privilégier soit la narration, c'est-à-dire euh, comme si je devais comparer par exemple à un roman, ce serait de dire à cette époque, et tout à coup on donne une information au lecteur, enfin, des choses très concrètes, ou la sensation, par exemple, si on peut prendre une sorte de nappe atmosphérique dans un film d'horreur, on ne va pas forcément se rendre compte qu'il y a cette nappe, elle va pas être, enfin on va pas la distinguer clairement, par contre elle va créer une sensation d'angoisse. Et voilà, ce sont des sons qui sont dans les deux cas non diégétiques, mais qui ont des fonctions très différentes. Et ouais, en fait, on peut travailler sur plein de caractéristiques différentes de ces sons pour essayer de, en fait, pour avoir des objectifs, atteindre des objectifs différents lorsqu'on essaye de les utiliser pour raconter une histoire. Et la dernière partie de mon mémoire était quelque chose de plus pratique. J'ai essayé de mettre en place une petite expérience en prenant un extrait de Mulholland Drive de David Lynch. La question qui m'intéressait, c'était une fois que j'avais déterminé qu'il y avait des sons diégétiques, des sons qui ne l'étaient pas, qu'on pouvait agir sur certains critères pour faire quelque chose, pour faire ressentir des choses ou faire comprendre des choses, etc. Je voulais savoir si la nature de ces sons, en gros, qu'est-ce que c'était le son, est-ce que ça avait une importance ou pas. En d'autres termes, là j'ai parlé d'une nappe, par exemple pour un film d'horreur. Si vous avez essayé d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler, vous avez probablement pensé à une nappe grave, quelque chose d'un peu continu, peut-être des cordes ou un synthé, quelque chose comme ça. Bah, je voulais savoir si ici on mettait un son aigu, est-ce que ça avait de l'importance, est-ce que ça changeait quelque chose au ressenti ou pas. Et de la même manière que si on a une musique, si on la remplace par une autre musique, est-ce que ça raconte la même chose? Si vous avez déjà essayé de faire ça, vous savez bien que non, ça ne raconte pas la même chose, mais je voulais savoir à quel point. Et donc j'ai pris une séquence. Alors bon, voilà, ce schéma, c'était ce qu'il faut voir, c'est qu'en haut il y a des plans. Quand vous voyez des petites courbes, c'était des fondus, parce que la séquence elle avait parfois des petits fondus. En vert, ce sont les sons diégétiques de la séquence, et en rouge, ce sont les sons non diégétiques que j'essaie de représenter par une sorte de partition d'une scène. J'ai ensuite réalisé un petit montage de son où j'ai en fait sur cette image j'ai essayé de reproduire exactement ce que j'entendais en synthétisant de nouveaux sons, en montant des sons déjà existants d'un moteur de voiture ou des choses comme ça. Et j'ai ensuite fait une troisième version de cette séquence en plus de la séquence originale où j'ai remplacé tous les sons non diégétiques par des choses qui n'avaient rien à voir, pour voir si avec le même montage, le même mixage, la même manière de les intégrer, si c'était des sons complètement différents, est-ce que la séquence racontait la même chose ou pas. Et ensuite, j'ai fait une sorte de gros questionnaire. J'ai envoyé ça à plein de gens. Ça m'a permis de faire des stats. Et globalement, ce que ça met vraiment en évidence, c'est que la culture et l'habitude de regarder des films a énormément d'importance sur la manière dont on va les percevoir. Et que c'est très très difficile de parler d'esthétique au cinéma en se détachant de l'histoire et d'essayer de mettre les films dans une grammaire, soit un genre, soit un pays, soit une époque. Enfin, en tout cas, l'habitude des spectateurs a énormément d'influence sur la manière dont ils vont percevoir certains sons. Mais quand même, ce que ça mettait aussi en évidence, c'est que la nature de ces sons était importante, mais pas tant que ça non plus. On avait quand même une certaine marge de manœuvre pour raconter absolument la même chose avec des sons très très différents. Voilà, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail, on pourra en discuter après si vous voulez, puis le mémoire est disponible en ligne pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, globalement, en tout cas, c'était une étude très théorique qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a pas mal servi ensuite dans la pratique. Mais voilà, c'est vraiment une approche en fait qui est assez peu habituelle parce que je trouve qu'il y a trop peu de ponts qui sont faits entre la pratique cinématographique. Je ne sais pas si c'est le cas en musique aussi, mais dans la pratique entre la pratique cinématographique et la théorie telle qu'elle peut être enseignée à l'université, c'est très séparé. Et c'est assez intéressant d'étudier les mécanismes de perception des films et tout ça. Enfin, voilà.
Alors du coup, moi, c'est Romain Charlet. Donc, je suis au CMP dans la classe de musique à l'image de Madame Serrero. Et je suis également en thèse à l'université Gustave Eiffel. Donc, c'est proche de Marne-la-Vallée, pour ceux qui situent l'endroit. Voilà, donc moi, je vais vous parler de la musique et du son dans Harry Potter. Alors, j'ai pas prévu de slide parce qu'en fait, si je devais prévoir un slide, ce serait des scènes de 5 minutes à chaque fois, donc c'est impossible. Mais du coup, je vais revenir. En plus, ça fait lien avec des travaux de Sylvain. Totalement une coïncidence, mais j'aurais bien aimé avoir ces travaux avant de... Voilà, puisque le son et la musique, donc, entre autres dans Harry Potter, mais Harry Potter c'est un prétexte, eh bien ça a un pouvoir, on parle de magie bien sûr, parce que la magie c'est quelque chose qui fascine, mais c'est un pouvoir extrêmement fort et on ne s'en rend pas compte. Et donc je vais commencer par la fin. Il y a Harry Potter 7, pour ceux qui l'ont vu, donc la première partie, à un moment, et c'est aussi une drôle de coïncidence parce que on a entendu Nick Cage mercredi. Et bien en fait, il se trouve que au moment où Harry et Hermione sont laissés tout seuls, puisque Ron les a lâchés par jalousie et par dépit, temporairement, et bien ils se retrouvent seuls, en fuite, au milieu de nulle part. Et en fait, ils sont dans la situation des résistants de 1940. Ils sont là à tripatouiller une espèce de radio. On entend les bruits de fréquence, les bruits de recherche, etc. Et du poste surgit O Brothers, O Children, pardon. Et du coup, au début, c'est vraiment un son qui est mixé et qui est retranscrit comme si ça sortait du poste. On a vraiment le son caverneux de l'époque. Et petit à petit, au fur et à mesure de la scène, où Harry invite Hermione à danser, au beau milieu elle est en plein désespoir, etc. Et en fait, la musique change. On ne s'en rend pas compte au début. Elle passe au premier plan, c'est-à-dire qu'on n'entend plus le vent, on n'entend plus les bruits de la radio, on n'entend plus rien. Juste la musique qui passe et qui nous englobe complètement. Donc, on y danse, etc. Ils s'amusent. Et petit à petit, donc ce passage, on a l'effet inverse à la fin de la scène, où on passe de cette musique englobante et qui passe vraiment au premier plan à une musique qui redevient vers le poste de radio. Et en fait, toute la force du mixage fait qu'on passe d'une musique qui est du coup à l'intérieur de l'action, qui est totalement diégétique, à une musique qui est extra-diégétique et qui du coup englobe les spectateurs dans l'action. Du coup, on n'est plus le spectateur du film, on est plus que le spectateur du film. C'est-à-dire qu'on est en train de danser, on est en train de vivre la scène avec Harry et Hermione, et puis la caméra en fait est en gros plan sur leur enlacement pendant la danse. Et du coup, en fait, on est presque en train de faire un câlin avec les personnages du film. Donc, on n'est plus simplement le spectateur. Donc, en fait, on voit sur cette scène que le son a le pouvoir de nous projeter presque physiquement à l'intérieur de l'action et pas seulement de nous faire partager quelque chose comme une musique d'illustrative pourrait nous faire partager. C'est un pouvoir beaucoup plus fort. Il y a une autre scène où c'est pas forcément aussi flagrant, mais que j'avais remarqué en premier, c'est dans le 4. C'est la scène, c'est au tout début du film. On voit les élèves des écoles invités pour le tournoi des 3 sorciers arriver. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a d'abord les demoiselles de Beauxbatons qui arrivent. Puis après, il y a les jeunes hommes de Durmstrang. Et en fait, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au début, on ne se rend pas bien compte. C'est-à-dire que la musique pastorale lors de l'entrée des jeunes filles, elle est plutôt extra-diégétique. Et on ne sait pas trop si les voix, les espèces d'exclamations qu'elles font sont à l'intérieur ou à l'extérieur de l'action. On ne le sait pas. C'est pas très clair au mixage. Par contre, à partir du moment où les jeunes hommes rentrent,
les bruits de bâton, les étincelles, les exclamations des voix. On entend la réverbération qui donne l'écho du château, de la salle. Et du coup, pourtant, la musique, toute la musique, elle, c'est sûr, elle n'est pas mixée comme si elle venait de la salle. Et d'ailleurs, il n'y a aucun instrument, il n'y a rien du tout. Et donc, c'est pareil. Le mixage, le jeu sur le mixage, sur les différentes réverbérations, etc., permet justement aux spectateurs de ne plus être simplement dans la salle de cinéma, mais dans la grande salle, assis, en train de voir défiler les élèves, etc. Et donc, c'est vraiment un pouvoir immersif qui est excessivement fort et dont, en fait, on ne s'en rend pas compte si on n'y fait pas attention. Et pourtant, c'est ça qui scotche le spectateur à son siège et qui l'accroche à l'écran. Voilà. Donc, c'est un des aspects que j'étudie, en plus de l'aspect musicologique un peu traditionnel, à savoir, il y a un certain nombre de thèmes, est-ce qu'ils sont seulement récurrents? Est-ce que ce sont des leitmotifs au sens wagnérien? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce qu'ils ont un rôle particulier? Ou est-ce que c'est juste un point pour illustrer une action? Est-ce que c'est des choses comme ça? Donc toute la question étant, que signifie le thème d'Eluige? Est-ce qu'il est associé tout le temps à Harry? Ou est-ce que c'est spécifiquement le thème de Harry? Ou est-ce qu'il veut dire autre chose? Donc il y a plusieurs on va dire, moyens de l'interpréter. C'est vrai qu'il apparaît souvent, surtout dans le 1 et le 2, il apparaît souvent quand Harry fait quelque chose, mais ce n'est pas toujours vrai. Et puis, au fur et à mesure de l'action, il apparaît dans d'autres situations. Ce qui fait que si on change d'échelle, c'est-à-dire que si on ne regarde pas simplement un film par un film par un film, mais si on regarde l'ensemble des films, eh bien, comment est-ce que ces thèmes, ils évoluent? Comment chaque compositeur, puisque les 3 premiers sont de John Williams, mais après il y a eu d'autres qui ont suivi, comment est-ce que ces thèmes sont faits réapproprier pour justement voir est-ce que le sens est conservé ou non, des trucs comme ça. Donc c'est assez intéressant. Et il y a un troisième point qui me paraît aussi intéressant, et c'est en rapport avec la magie, c'est où est-ce que se situe la frontière entre la musique et le sound design, le bruitage. Parce que, en réalité, dans le film, il y a une bascule qui se produit, et c'est au niveau des sorts de lumière. Donc, en gros, il y en a au moins, il y en a 2 qui sont facilement identifiables. Donc, c'est Lumos, pour faire transformer sa baguette en lampe de poche, c'est pratique. Et le Patronus, donc c'est vraiment le sort de lumière par excellence qui repousse les ténèbres, qui sont du coup immortalisés par les détraqueurs. Ces espèces de vampires qui sucent l'âme, etc. Voilà. Qui sont dans le 3. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que au début, quand le sort est lancé, parce qu'il y a 2 bruitages pour le sort de Lumos, il y en a un qui est une espèce de scintillement dans les aigus quand le sort il est dans la durée. Donc typiquement, Harry se balade dans les couloirs alors qu'il n'a pas le droit la nuit. C'est pas le même bruitage que quand il essaye d'apprendre le sort au début du 3. On voit Lumos Maxima, etc. Il arrive à lancer le sort à fond, ça fait Harry Potter à l'école les prisonniers d'Azkaban dans le ciel, etc. C'est pour ceux qui revoient le tout début du film. Le bruitage n'est pas le même. Mais ce qui est constant, c'est qu'il y a une espèce de halo, qu'il soit électroacoustique ou trafiqué ou instrumental. Il y a une espèce de halo qui est commun entre Lumos et le Patronus. Et c'est ça qui est intéressant. C'est du coup, est-ce qu'on peut considérer ce bruitage comme étant musical ou pas? Et donc, du coup, un de mes travaux, c'est de regarder sur le bruitage des sortilèges
est-ce que on peut définir ça comme quelque chose de vraiment musical ou non? Et, voilà. Et je pense que je m'arrêterai là sur déjà ces 3 axes de recherche. Il y en a encore un ou deux. Voilà, et je passerai la parole à Valentin. Merci. Bonjour. Alors moi j'ai deux problèmes, c'est que j'ai pas de slide, donc désolé d'avance, et j'ai un mémoire qui est pas spécialement sur la musique, mais qui est plus sur le son au cinéma. Moi je m'appelle Valentin Kung, je suis sorti de la FEMIS il y a 2 ans, et maintenant je suis monteur son, mixeur et un petit peu ingé son. Donc moi j'ai travaillé sur le son de l'Asie de l'Est et du Sud-Est dans les productions françaises, qui faisait un peu écho à mon parcours parce que je suis moi-même métis franco-laotien et j'ai toujours été exposé à une langue que je connaissais pas, qui est la langue de mon père, donc le laotien. Et de ce fait, je suis arrivé à la FEMIS et je me suis posé plein de questions sur comment on fait quand on est collaborateur au son pour travailler sur une langue qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas les codes. Et du coup, ce que disait Sylvain, c'est que moi j'ai plutôt choisi de partir sur un travail plutôt pratique, donc qui passait surtout par des interviews de réalisateurs, de monteurs son, de mixeurs, des gens qui ont pu collaborer sur des films qui parlaient de l'Asie mais qui ont été produits en France. Donc j'ai choisi 3 films, je ne sais pas si vous les avez vus, il y a Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, par Guillaume Canet, il y a Onoda de Arthur Harari et Enter the Void de Gaspard Noé. Donc 3 films qui se passent dans 3 pays différents en Asie mais qui sont produits en France. Donc à travers ce mémoire, c'était surtout l'occasion pour moi, parce que j'allais être fraîchement diplômé, de rencontrer plein de collaborateuristes, dont Ken Yasumoto, qui est franco-japonais, qui est un peu mon mentor dans le milieu, qui est monteur son et qui a pu collaborer avec Gaspard Noé, avec qui j'ai pu beaucoup échanger sur son travail sur Enter the Void notamment. Après, Ken, il est japonais, donc il a été approché parce qu'il parlait japonais et que c'était une volonté du réalisateur de comprendre exactement comment fonctionne la langue japonaise dans le film pour être en vraisemblance avec le thème du film. Marc Mangini, qui est un sound designer américain, qui a notamment travaillé sur Dune et sur Le Roi Lion, qui est un monteur son de légende et qui a pu aussi travailler sur des productions, le film de Werner Herzog, je ne me rappelle plus du titre, mais qui est en langue japonaise. Et également Lars Ginzel, qui est le mixeur de Enter the Void, qui est allemand et qui a mixé notamment récemment Matrix 4 et qui travaille avec les sœurs Wachowski. Donc pour moi, l'idée, c'était vraiment de rassembler des témoignages et d'essayer de comprendre où se situe notre travail en tant que collaborateuristes son quand on est exposé à une langue qu'on ne comprend pas. Donc je ne vais pas résumer mon mémoire, mais concrètement, pour parler d'Onoda très brièvement, je ne sais pas si vous avez vu le film, c'est l'histoire d'un soldat japonais qui est à la tête d'un groupe de soldats japonais qui se retrouve isolé sur une île le lendemain de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Et il est persuadé que le Japon va se faire envahir. Donc le film se passe au Japon avec des acteurs japonais, mais a été écrit en France par Arthur Harari, en français, traduit vers l'anglais et ensuite traduit vers le japonais. Et moi, la question éthique que je me suis posée dans tout ça, c'est comment on peut passer d'un scénario qui est purement français à une narration française avec des codes plutôt français, parce que c'est des codes sociaux qui viennent avec la langue, en japonais. Et donc, ce que me disait Arthur, c'est qu'il a il avait un collaborateur qui l'accompagnait dès l'écriture du film jusqu'au tournage et après en post-prod, donc un ami japonais qui lui a traduit le scénario de l'anglais vers le japonais et qui était un peu sa garantie de pouvoir être vraisemblant par rapport à la véracité des dialogues et aussi au rapport de force qu'il y a entre les différents personnages, puisque là on parle aussi d'un cas spécifique qui est l'armée au Japon. Donc le japonais qui est une langue extrêmement codifiée, qui est en plus codifiée par le fait de la hiérarchie de l'armée. Et donc j'ai montré le film à Ken Yasumoto, donc la personne avec qui je travaille, qui est aussi qui est japonais, et qui me disait en fait le film je n'y crois pas parce que ce n'est pas comme ça que les personnes se parlent au Japon et dans les films japonais. Et qui a été confirmé par mon interview avec Arthur, qui me disait que lui, il a essayé d'adapter sa vision du film d'auteur français sur des dialogues japonais, parce que lui avait été un peu biaisé par le jeu qu'on peut trouver dans les films japonais, qui est un peu plus théâtral et qui est historiquement ancré dans la culture théâtrale japonaise. Et donc, par ces codes occidentaux appliqués à une culture qui est plutôt asiatique,
on peut avoir des rapports biaisés, même si on le fait en bonne volonté et on essaie d'être vraisemblants avec la réalité. Et ça peut s'appliquer à chaque processus du tournage, que ce soit dès l'écriture ou bien en post-production. Et vaguement aussi, pour parler, donc je parlais de dialogue, mais je parle aussi des ambiances, notamment des ambiances qu'on contrôle moins, nous, en tant que monteur son. Donc par exemple, quand on traite des foules, typiquement qu'on n'a plus la main mise sur ce qui peut être dit et ce qui peut être entendu. Par exemple, si on fait un film en français et qu'on monte des foules en français, on va essayer de percevoir les bribes de dialogue. Typiquement, nous, quand on cherche des foules en montage son, on peut aller chercher dans les rushs. Donc, parfois, on peut entendre l'équipe qui parle, mais on peut un peu le cacher et du coup, juste percevoir que des personnes parlent sans savoir ce que disent les personnes. Et là, l'idée, c'est comment on fait quand on travaille sur des foules qui parlent une langue étrangère. Donc, on ne connaît pas les codes, on n'est pas exposé spécialement comment dire, à ses habitudes tous les jours. Notamment, voilà. Donc, comment nous, on se place en tant que monteur son dans cette chaîne-là. Voilà, donc concrètement, moi, travailler sur ce mémoire, ça m'a vraiment apporté dans mon métier, notamment dans la façon dont je travaille avec mes collaboratrices, notamment à la réalisation. Donc, je suis encore désolé, c'est plus un mémoire qui s'adresse aux réals et aussi peut-être aux gens de la post-production. Mais maintenant, j'ai un peu la chance de travailler à Tokyo à mi-temps et je me rends compte qu'en fait, la meilleure manière de travailler, c'est juste d'être le plus curieux possible, d'être ouvert, de faire preuve aussi d'humilité parce que je suis né en France et même si je parle français, je reconnais que parfois, je ne peux pas saisir tous les codes, notamment quand on parle d'accent, quand on parle de... Enfin, la langue, c'est aussi un facteur social qui va déterminer l'appartenance sociale, qui va aussi déterminer qui on est, d'où on vient. Et donc appliquer aux autres langues, c'est aussi un processus qui est extrêmement complexe et qui est absolument passionnant. Je vous remercie.